Que vous soyez amateur de fiction ou de faits réels, vous trouverez ici de quoi vous divertir. Préparez-vous à être surpris, choqué, effrayé. Préparez-vous à frissonner à l'écoute de certaines histoires. Et n'oubliez pas, ces auteurs de crimes peuvent se cacher sous le visage de votre voisin, du jogger que vous croiserez, ou peut-être de la personne qui est assise près de vous dans le train. Une dernière chose, pensez à bien vérifier que votre porte est verrouillée. On ne sait jamais. Le mystère d'Interkefek. Au cours de la soirée du 31 mars 1922, les dépouilles de 6 individus, dont 5 de la même famille, furent découverts à Interkefek, une modeste exploitation agricole nichée entre les cités bavaroises d'Ingolstadt et Schrobenhausen, environ 70 km au nord de Munich. Tous furent assassinés à l'aide d'une pioche. Le mardi 4 avril, étonné de ne recevoir aucune nouvelle de la part des membres de la famille, et le facteur ayant remarqué une boîte aux lettres non vidée, les voisins se rendent à la ferme et font une découverte effroyable. Ils constatent le carnage. Malgré les diligences de la police et le nombre de personnes interrogées, l'auteur demeura inconnu et jusqu'à ce jour, les homicides demeurent non résolus. Sa singularité et la teinte de surnaturel qui l'entoure font de cette affaire un mystère perturbant sur lequel se penchent encore de nombreux détectives amateurs. Au cœur de la forêt bavaroise se nichait une petite exploitation agricole qui abritait 3 générations d'une même lignée, les Gruber. Cette famille était composée d'Andreas, âgé de 63 ans, de son épouse, Casilia, qui avait 72 ans, de leur fille cadette, Victoria, une veuve âgée de 35 ans, ainsi que les enfants de cette dernière, Gadzilia, âgé de 7 ans, et Joseph, âgé de 2 ans. Malgré leur résidence dans un lieu reculé, les Gruber n'étaient pas coupés du monde, puisque la ville de Kefek se trouvait à 1 kilomètre de distance, d'où le nom de leur ferme. Se trouvait avec eux la femme de chambre, Maria Baumgartner, 44 ans. Il est à noter que des rumeurs insinuaient que le jeune Joseph soit issu de l'union entre Victoria et son père Andreas, avec lequel elle entretenait une liaison. La femme de chambre les aurait surpris dans le foin. En mai 1915, ils sont tous les deux reconnus coupables d'inceste après avoir été dénoncés par l'amant de Victoria, son voisin, Lorenz. Andreas avait empêché le mariage de ce dernier avec sa fille. En septembre, quand le petit Joseph vint au monde, Lorenz, l'amant, avait refusé d'en assumer la paternité. Il continuait de crier haut et fort que le père et la fille avaient une relation amoureuse. Il se rétracta plusieurs fois et accusa à nouveau. On ne sut jamais s'il s'agissait de la vérité ou tout simplement de ragots. La famille jouissait d'une certaine autorité locale, bien que cela ne fût pas nécessairement pour des motifs louables. Malgré leur aisance, voire leur opulence, les Gruber étaient également avares, allant jusqu'à embaucher régulièrement des travailleurs itinérants ou des vagabonds sans les déclarer, dans le but d'économiser de l'argent. Andreas était reconnu comme un individu solitaire, peu sympathique et enclin à la violence envers sa femme et ses enfants. Cette étrange famille vivait ainsi en retrait, et seule Victoria, dotée d'une voix exceptionnelle, qui lui valait une place dans la chorale de l'église, semblait se soustraire à l'animosité ambiante. Un jour d'automne, en 1921, la femme de chambre aligna nerveusement ses bagages près de l'escalier menant à la véranda. L'urgence de son départ était palpable. Ses yeux sombres trahissaient son malaise. Après avoir déposé le dernier paquet, elle jeta un regard fébrile vers la forêt qui entourait la modeste ferme, tandis que la brume froide s'élevait des arbres, lui procurait un frisson glacial. Son visage pâle accentua son inquiétude. Après avoir exprimé une fois de plus sa gratitude envers monsieur et madame Gruber, elle ramassa ses bagages et entama son chemin sur la route en terre. Elle prétendait avoir entendu des pas dans le grenier,
des voix étranges et des sons inexplicables dans la maison. Toutefois, Monsieur et Madame Gruber avaient un avis tout à fait distinct sur la situation. Selon eux, la malheureuse femme était atteinte de folie. Voyant sa profonde terreur, ils observèrent son départ sans chercher à la retenir. Cette malheureuse croyait que la ferme était tentée. Et un peu plus tôt dans la journée, elle leur avait annoncé qu'elle ne passerait pas une nuit de plus ici. En réalité, elle n'avait aucune intention de revenir, même en plein jour. Vers la mi-mars 1922, une tempête de neige éclata pendant la nuit. Au lever du jour, Andreas se rendit à l'extérieur pour inspecter sa ferme et vérifier qu'il n'y ait aucun dégât. Alors qu'il parcourait la propriété, son attention fut captée par des traces profondes dans la neige fraîche, s'étendant en direction de l'arrière de la maison. Le vieil homme suivit les traces pendant un moment, mais elles s'arrêtaient à quelques mètres des bâtiments, ce qui le rendit subitement nerveux, le poussant à rebrousser chemin. Constater que ces empreintes continuaient à travers les champs l'incita à remonter leur trajectoire. Pourtant, en atteignant la lisière de la sombre forêt qui encerclait Hinterkaifeck, il comprit qu'elle se dissipait dans l'obscurité des sous-bois et un frisson le traversa. Réalisant brusquement qu'un intrus avait peut-être pénétré dans la ferme, il retourna aussitôt chez lui et se lança dans une fouille minutieuse de la maison, de la grange et de l'atelier, sans rien trouver de suspect. Déconcerté, il s'assit et se mit à penser à l'ancienne domestique et à ses histoires de phénomènes surnaturels. Andreas raconte à ses voisins avoir découvert des empreintes de pas dans la neige menant de la lisière de la forêt à la ferme, mais sans trace repartant de la ferme. Il leur signale également que la nuit suivante, tandis qu'ils étaient endormis, lui et son épouse furent brusquement réveillés par des bruits de pas provenant du grenier. Il raconte qu'il a pris son fusil et est monté pour inspecter les combles. Ne trouvant rien d'anormal, il parcourut ensuite toutes les pièces de la maison, en vain. Le matin suivant, espérant découvrir de nouvelles empreintes dans la neige, Andreas se leva tôt et fit le tour de la propriété, sans succès. Cependant, en arrivant devant sa porte, juste sous le porche, il découvrit un journal qui n'était pas là auparavant. Intrigué, il le prit, mais en tournant quelques pages, il réalisa qu'il ne l'avait jamais lu et qu'il ne l'avait même jamais vu dans la maison. Il effectua alors une nouvelle fouille de la ferme, mais ne repérait rien d'anormal. Ses voisins, quant à eux, n'ont rien vu ou rien entendu, rien remarqué. Aucune chose inhabituelle. Ils n'ont même jamais entendu parler d'histoires similaires dans la région. Aucun de ces éléments n'a été signalé à la police. Perturbé, Andreas regagna Hinterkaifeck, mais plus tard, lorsqu'il chercha à prendre le trousseau de clés qu'il avait laissé sur son bureau, il réalisa qu'il avait disparu. Il parcourut chaque recoin de la maison, interrogea les différents membres de sa famille, mais face à leur ignorance quant à la localisation des clés, il finit par abandonner. Reprenant ses activités, il se rendit vers la remise à outils. Toutefois, lorsqu'il tenta de l'ouvrir, il observa des traces distinctes suggérant que quelqu'un avait tenté de forcer la serrure. La nuit suivante, Andreas eut des difficultés à s'endormir. Pendant des heures, il repassa les incidents des jours précédents dans son esprit, éprouvant autant d'inquiétude que de peur. Maria Baumgartner, la nouvelle femme de chambre, fit son entrée à la ferme le 31 mars 1922, en début d'après-midi, soit 6 mois après le départ de sa collègue. Malheureusement, cette première journée de travail devait se révéler être sa dernière. Le mardi 4 avril, les résidents de Kaifeck commencèrent à s'inquiéter. Plusieurs jours s'étaient écoulés sans qu'aucun signe des Gruber ne soit perceptible. Leur absence avait été remarquée à l'église. La jeune Kazila ne s'était pas rendue à l'école. Et aucune explication n'avait été fournie au professeur. Lorsque le facteur signala que le courrier s'était accumulé pendant 4 jours dans leur boîte aux lettres,
les habitants du village prirent la décision d'organiser une équipe de recherche. Bientôt, Lawrence, l'ancien amant de Victoria, ainsi que Michael et Jacob se dirigèrent vers la ferme. En arrivant sur les lieux, les 3 hommes furent frappés par le calme étrange qui régnait. Malgré leurs appels répétés, le silence demeura et ils furent contraints d'explorer la propriété. Après s'être concertés, ils décidèrent de commencer par la grange où un chien ne cessait d'aboyer. Toutefois, lorsque la porte fut ouverte, un sentiment d'horreur s'empara d'eux. Les corps d'Andreas, de sa femme, de sa fille et de sa petite-fille reposaient dans une mare de sang, disposés curieusement, en piles, et soigneusement les uns sur les autres. Profondément horrifiés par cette vision macabre, ils s'empressèrent de pénétrer dans la maison avec l'espoir de trouver le jeune Joseph en vie. Malheureusement, ils découvrirent son corps inerte dans la chambre de sa mère, allongé dans son petit lit. Tout comme celui de Maria, la nouvelle femme de chambre, qui fut retrouvée peu après, son corps baigné dans son sang. 6 individus avaient perdu la vie à Hinterkaifeck, et la manière dont ils avaient été assassinés était d'une atrocité insoutenable. Les 3 hommes, saisis d'effroi, se pressèrent pour se rendre à la police et pour les informer de cette tragédie. Le déroulement exact des meurtres reste encore mal déterminé. Les propriétaires, leur fille, Victoria, et sa fille, Kadzilia, ont été attirés dans la grange pour y être tués, alors que le petit Joseph et la femme de chambre sont, eux, restés dans leur chambre. Les autorités policières arrivèrent sur les lieux à 18h et leur première mission fut de tenir les nombreux curieux à l'écart de la scène de crime. À 18h15, la police de Munich fut informée et quelques heures plus tard, les enquêteurs commençaient à examiner les lieux du crime à la recherche d'indices. Le 6 avril 1922, le docteur Johann Baptiste, médecin de la cour, procéda à l'autopsie des corps dans la grange. Les résultats révélèrent que toutes les victimes avaient été frappées à la tête mortellement avec le même instrument. Il fut établi que la pioche était l'arme la plus probable. Bien que le corps de Victoria présentait des traces de strangulation, celles-ci ne furent pas la cause du décès. Le meurtrier semblait maîtriser l'utilisation de l'outil puisque les blessures étaient nettes, précises, et chaque coup avait été fatal. Toutes les victimes périrent instantanément, à l'exception de la jeune Kadzilia. L'autopsie révèle que la jeune fille a survécu pendant plusieurs heures après l'agression, allongée dans la paille à côté des corps de ses grands-parents et de sa mère. Elle se serait arraché les cheveux par tout entière. La petite fille et sa maman étaient toutes 2 revêtues de leurs habits de nuit, ce qui laisse supposer que le drame s'était produit au moment du coucher. Après l'autopsie, les victimes furent décapitées et leurs crânes furent envoyés à Munich. Selon les conclusions de l'inspecteur George Rankenberg et de ses collègues de la police de Munich, le meurtrier avait méthodiquement attiré les différents membres de la famille un par un dans la grange. Après les avoir tués, il était retourné dans la maison pour assassiner Joseph et la femme de chambre alors qu'ils étaient dans leur lit. Pour une raison inconnue, il avait pris soin de couvrir les corps de ses victimes, ceux de la grange avec du foin, celui de la femme de chambre avec un drap, et le corps du petit garçon avec l'une des jupes de sa mère. Lors d'une rapide inspection de la maison, les policiers découvrirent que dans le grenier, quelques tuiles avaient été déplacées, offrant une vue sur tout le jardin. De plus, dans une botte de foin, qui se trouvait dans la grange, 2 trous avaient été creusés, suggérant qu'1 ou 2 personnes s'étaient probablement cachées à l'intérieur. Les premiers interrogatoires eurent lieu dans la cuisine, et les témoignages recueillis se révélèrent pour le moins surprenants. Malgré l'autopsie qui situait le meurtre au 31 mars, il semble que le ou les assassins soient restés dans la ferme pendant plusieurs jours après les faits. Bien que cette hypothèse paraît difficile à croire, elle semblait corroborée par la vaisselle non lavée retrouvée, les repas pris dans la cuisine et le bétail qui avait été nourri.
Le chien de la famille avait été attaché dans la grange, et bien qu'il fût perturbé, il était en parfaite santé. Cette révélation laissa les enquêteurs perplexes, car elle suggérait que l'individu qui avait perpétré ce massacre brutal était resté à la ferme pendant plusieurs jours, prenant soin de nourrir les animaux avant de s'enfuir. Les voisins ont également vu de la fumée sortir de la cheminée pendant le week-end. La police pense d'abord au vol, comme mobile. Ils interrogent plusieurs habitants des villages avoisinants, ainsi que des colporteurs et des vagabonds. La théorie de vol est cependant abandonnée quand une grosse somme d'argent, des bijoux et des pièces d'or furent retrouvées dans la maison. Les motivations du meurtrier restaient de plus en plus obscures. Et le 8 avril, manquant cruellement d'indices, la police proposa une grosse récompense en échange de toute information. Il ne faisait aucun doute que le coupable, qui était resté plusieurs jours sur les lieux après son forfait, aurait pu trouver ses biens s'il les avait cherchés. L'enquête révéla également que Victoria avait vidé son compte en banque quelques semaines avant sa mort. La jeune femme avait fait un don important à l'église, mais le reste de l'argent semblait avoir disparu, et personne ne savait ce qu'elle en avait fait. Cependant, comme la police ignorait si cette histoire d'argent avait un lien avec l'affaire, elle fut simplement rapportée à titre informatif. L'inspecteur George Rangruberg et ses collègues de la police de Munich vont déployer d'immenses efforts sur cette enquête. Plus de 100 suspects seront interrogés, durant plusieurs années, en vain. L'interrogatoire le plus récent a eu lieu en 1986, sans plus de succès. Alors si l'argent n'est pas le mobile des meurtres, était-ce un meurtre passionnel? Les enquêteurs s'intéressent alors à l'amant de Victoria, Lawrence. Peut-être avait-il tué son ancienne maîtresse et sa famille, car le père de ces dernières lui avait refusé sa main. Pourtant, depuis leur aventure, Lawrence avait refait sa vie et il s'était marié. Il semblait avoir tiré un trait sur cette histoire, même si Victoria lui réclamait une pension alimentaire pour le petit Joseph, qui ne l'a d'ailleurs jamais reconnu. Pourtant, plusieurs détails semblent perturber les enquêteurs. Lawrence s'est proposé de partir à la recherche des Gruber, le mardi 4 mars, alors qu'il était fâché avec eux. La réaction du chien également, il aurait montré un comportement de peur en sa présence. Lors de la découverte des corps, il n'avait montré aucune émotion. Et avant l'arrivée de la police, Lawrence avait bougé les cadavres, prétextant chercher le petit garçon. Il connaissait également parfaitement la ferme. Mais pourquoi, s'il était l'auteur des meurtres, se serait-il caché au grenier ou dans la grange, alors qu'il vivait à 2 pas de là? Aucune preuve concrète ne le reliant au crime, il ne sera jamais inquiété. La police pense aussi à une autre personne, le mari de Victoria, Carl Gabriel, déclaré mort au champ de bataille, et dont le corps ne fut jamais retrouvé. Peut-être est-il rentré et voyant que sa femme l'avait trompé et avait eu un enfant avec un autre, il aurait eu un moment de folie et aurait tué toute la famille. En effet, 2 personnes s'étaient présentées à la police en affirmant avoir rencontré le soldat peu après les crimes. Ce dernier leur aurait confié être le tueur. Il aurait expliqué qu'il avait simulé sa mort pour quitter les tranchées et retrouver sa famille. Il aurait alors découvert que sa femme aurait eu un amant et un fils, et il aurait voulu se venger. Mais quelque temps après, ces 2 témoins auraient modifié leur témoignage. Que des hypothèses, mais aucun véritable indice pour relier les crimes à un suspect. Les bruits de pas, les chuchotements que la femme de chambre avait entendus 6 mois auparavant, étaient-ce lié au massacre? Tous ces objets disparus ou déplacés. Quelqu'un serait resté 6 mois caché dans le grenier? Ou était-ce, comme certains le pensent, des fantômes? Il est probable qu'on ne le sache jamais. Les 6 victimes furent enterrées au cimetière Wedhofen, sans que leur tête ne leur soit restituée par la morgue. Ces dernières ont été perdues et n'ont jamais été retrouvées. L'année suivant la tuerie, à la demande des habitants de la région, la ferme fut détruite et à la place, un mémorial fut construit. Les voisins pensaient que la maison était hantée et que les corps sans tête de la famille pourraient revenir. L'enquête durera des années.
Plus d'une centaine de personnes furent interrogées, mais sans résultat. La police fit même appel à des médiums. En 1995, l'enquête fut officiellement close. En 2007, les étudiants de l'académie de police Fürstenfeldbruck ont enquêté sur le cas avec des techniques modernes d'investigation criminelle. Ils conclurent qu'il est impossible de résoudre complètement le crime après tant d'années en raison de manque de preuves, des méthodes d'enquête aussi primitives, des preuves perdues et de la mort des éventuels suspects. Néanmoins, ils sont parvenus à établir un suspect principal, sans le nommer dans les rapports, par respect pour des parents encore en vie. À ce jour, le massacre d'Interkefek reste donc un mystère irrésolu.